On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un spectacle bénéfice qui se tient ce samedi au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean avec, entre autres, l'humoriste imitateur originaire de la région, Benoît Paquette. Mais d'abord, on parle de politique, politique provinciale, les enjeux du comté de Chambly avec le député de la Coalition Avenir Québec, Jean-François Roberge. Politique provinciale, parlons du comté de Chambly. Quels sont les enjeux du moment? On sait aussi qu'on est dans une année quasi préélectorale, il faut le dire. On est à moins de 12 mois de l'élection. Avec nous pour en parler, le député de la circonscription de Chambly, Jean-François Roberge. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Les élections à date fixe, c'est ce que ça fait, par contre. On sait d'avance qu'il va y avoir une élection, à moins que le premier ministre décide de devancer, ce qui serait fort étonnant, mais ça peut arriver. Ils sont capables. Certains diront que ça donne peut-être une campagne électorale un peu plus longue ou une pré-campagne peut-être un peu plus longue puisqu'elle est déjà annoncée à l'avance. Mais qu'est-ce que ça change dans votre quotidien de savoir que oui, là, on sera déjà en élection dans moins d'un an? Dans mon quotidien, pour vrai, ça ne change rien. Ça ne change rien. La dernière année de mon mandat sera semblable aux précédentes pour ce qui est du travail parlementaire, puis du travail en comté. On reçoit les citoyens, on aide les maires, mairesses qui ont besoin de sous pour des projets d'infrastructure. Ça ne change rien. C'est simplement qu'à l'intérieur du parti, il y a le travail en comté, il y a le travail au Parlement, puis il y a les travaux du parti. On prépare le congrès du mois de novembre. Bien, c'est sûr qu'on prépare le congrès en sachant que dans moins d'un an, il y aura une élection. Mais au jour le jour, pour vrai, là, ça ne me change rien. La meilleure façon, de toute façon, de se préparer à une élection, c'est de bien faire son travail. Donc, sur le plan donc politique, parlons du parti, parlons de la Coalition Avenir Québec. Je comprends qu'il y a plusieurs années, il y avait déjà eu, bon, on le sait, des sondages très, très, très intéressants et finalement, ça ne s'est pas matérialisé. Là, le contexte a changé. On a un gouvernement libéral qui a, oui, changé de chef. Oui, il y a eu un intermède d'un an et demi avec Mme Marois au Parti québécois, mais dans les faits, le Parti libéral règne sur la province depuis beaucoup d'années. 15 ans. Presque 15 ans. Ouf, c'est long. Est-ce que la CAQ est la réelle alternative que les gens attendent? Est-ce que le PQ est en train de s'effondrer? Est-ce que son pseudo-mariage avec Québec solidaire qui s'est avorté rapidement, l'usure du pouvoir chez les libéraux? Il y a eu une partielle récemment qui vous a donné un bon résultat dans Louis Hébert à Québec. Est-ce que vous sentez que cette fois-ci sera la bonne? On ne parlera pas à la place des citoyens, mais comme on dit, la tendance est intéressante. Et d'autant plus intéressante que ce n'est pas suite à un coup d'éclat ou un changement de chef que la CAQ progresse tranquillement dans les intentions de vote depuis presque 2 ans. C'est continu, c'est solide. Petit à petit, mais tendance est là. 1 % tous les 2-3 mois, après 24 mois, ça finit par compter. Exactement. Vous savez, vous l'avez dit, lors de la fondation de la CAQ, j'y étais, 2011-2012, c'est sûr que ça a monté. Parce que les gens avaient soif de quelque chose de différent. Ça suscite l'espoir, c'est nouveau. Un peu comme lorsque Mme Marois a été nommée chef, ça a monté très, très haut, c'est redescendu. M. Pierre-Carl Péladeau pour le Parti québécois, M. Lisée, mais ça ne dure pas. Après ça, c'est l'effet lune de miel. Ce qui compte, c'est de gagner en crédibilité puis de gagner la confiance des gens. Et, bon, la CAQ, ça fait maintenant 6 ans qu'on existe, c'est jeune, mais après 6 ans, on n'a pas changé de chef, on n'a pas intention de changer de chef. M. Legault est en ce moment, dans les sondages, ce que les gens identifient comme étant le meilleur premier ministre. Pas parce qu'il est nouveau, parce qu'il connaît bien son affaire, parce qu'il a gagné en crédibilité. Donc oui, pour nous, c'est sûr que la tendance est très bonne. Puis on a une confiance assez bonne qu'on formera le prochain gouvernement en octobre 2018 parce qu'on va continuer de travailler fort, pas parce que ça nous est dû, pas parce qu'il y a une mode, parce que tranquillement, on se positionne comme un gouvernement en attente. Bon. Prenons les 3 dernières années dans le comté de Chambly. Quels sont, selon vous, les principaux faits saillants des enjeux ou des dossiers que vous avez pu régler en tout ou en partie? Les choses que j'ai réglées à moi tout seul, là, il n'y en a pas. C'est toujours en collaboration avec l'équipe gouvernementale qui est en place. Bon, je pense que j'ai été très dur avec les ministres de l'Éducation qui ont eu à se lever face à moi en période de questions. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui n'ont pas duré, pas simplement à cause de moi, mais ce que je veux dire, je pense que j'étais assez ferme avec eux. Par contre, pour ce qui est
de travailler de manière constructive avec les autres ministres. Je pense que ça a bien fonctionné, notamment des changements de vitesse sur des routes, bien, avec les différents ministres des Transports qui ont changé. Quand mes citoyens me l'ont demandé, quand les maires me l'ont demandé, bien, j'ai tendu la main puis on a réussi à régler des choses. La route 116 aussi, qui avait beaucoup d'accidents, qui avait des problèmes de limitation de vitesse, qui avait un problème d'une lumière rouge. D'ailleurs, il y a une petite fille qui est décédée dans un accident. Mais depuis, ça a été corrigé. Et c'était de compétence provinciale. En tendant la main au ministre des Transports, ça a été réglé. On a une construction du pôle du savoir qui va être construite à Chambly. C'est un projet d'une infrastructure majeure. On parle d'une salle de spectacle, d'une bibliothèque, d'un centre multiculturel. C'est pas mon projet, c'est le projet du maire de Chambly, sauf qu'il fallait avoir des fonds du gouvernement provincial. Bien, une petite goutte d'huile dans l'engrenage pour que ça fonctionne bien. Ça a été mon travail pour que les gens de Chambly reçoivent leur part. Même si ce n'était pas un gouvernement de la CAQ, moi, je peux vous le dire, je suis allé chercher la part qui nous revenait pour les gens de Chambly. Je pense que c'est ça qui compte. Bon. Et pour l'année qui reste d'ici la fin du présent mandat, est-ce qu'il y a un enjeu sur lequel vous pensez être capable de faire bouger l'aiguille? J'espère vraiment mettre en marche le dossier de l'école secondaire 4 et 5 à Chambly. Il y a une mobilisation citoyenne très, très grande, une pétition qui avait été signée, je pense, par 3500 signatures, ce qui est énorme pour un enjeu régional. Beaucoup de pétitions qui sont signées à l'Assemblée nationale, là, qui ont 200-300 signatures. J'avais 3500 pour un agrandissement d'écoles secondaires. Ça ne touche pas les gens à Bécomo. Il y a une coalition vraiment qui n'a rien à voir avec la CAQ, là, qui est vraiment citoyenne. Je suis cette voie-là à Québec. J'ai convaincu le ministre Proulx de modifier les règles budgétaires. Quand on dit qu'on peut tendre la main, là, le ministre Proulx a modifié les règles budgétaires de manière à rendre possible le dépôt d'un projet. Là, c'est à la commission scolaire que ça bloque pour l'instant, mais je pense vraiment travailler pour que d'ici octobre prochain, déjà, ça se mette en marche. Moi, je veux qu'il y ait un projet d'agrandissement. Je veux que ça soit dans le top, là, dans le top des projets qui vont être financés. On a besoin d'une école secondaire complète à Chambly, puis je veux que ça bouge dans la prochaine année. Je ne veux pas attendre le prochain gouvernement. Bon, puisque vous parlez d'éducation, vous êtes porte-parole pour la Coalition Avenir Québec, le deuxième groupe d'opposition en matière d'éducation. Votre vis-à-vis est le ministre Sébastien Proulx. Je sais qu'il y a un remaniement qui est dans l'air. Je serais grandement étonné qu'il change de portefeuille, mais bon, on verra. Est-ce que le premier On a ministre... trop changé de ministre de l'Éducation. Ça a beaucoup changé, donc ça serait étonnant que ça rechange encore. Oui, exactement. Jamais, vraiment un jeu de chaise musicale. Quel est comment je dirais, le principal critique que vous avez à adresser à Sébastien Proulx depuis son arrivée en poste au ministère de l'Éducation? Il fait de grandes déclarations, de bonnes déclarations, mais ça ne suit pas. Les bottines ne suivent pas les babines. Il nous annonce avec beaucoup d'esclandre, force plusieurs points de presse, des projets de rénovation dans les écoles, sauf que dans les faits, là, cette année, là, quand on regarde les budgets qu'il va y avoir cette année, bien, notre parc école au Québec se détériore encore cette année. C'est-à-dire que les écoles se détériorent plus vite qu'on les rénove. Le ministre Proulx va se prendre une photo dans toutes les écoles qui vont être rénovées. Mais il y en a davantage qu'on ne réparera pas et dont le toit va continuer de couler. Donc, si on n'est même pas en train de combler le déficit d'entretien, pour moi, c'est majeur et c'est ce que je lui reproche. C'est un excellent communicateur. On l'a vu lors du dépôt de sa politique de réussite éducative en juin, sauf que c'était une politique de réussite éducative. Il a annoncé la création de comités. Pour les élèves, pour les parents, là, c'est du vent, ça. Mais pour vous, donc, le parc immobilier des écoles du Québec est en déficit d'entretien? Il y en a qui sont en très bon état. Celles qui sont récentes sont en bon état. Celles qui sont construites dans les années 80 sont dues pour des rénovations, puis bon, c'est plus ou moins inspirant. Celles qui sont construites dans les années 70 et avant, c'est souvent dans un état de détérioration avancée. Et depuis 15 ans que les libéraux sont là, ils n'ont pas fait le travail. Je veux dire, c'est pas normal de se rendre jusqu'à de la moisissure dans les murs, jusqu'à des fenêtres qui n'ouvrent plus. J'ai visité une école, on voyait, là, la porte ne fermait plus. Ils ont coupé la porte pour qu'elle fonctionne avec le cadre de porte, parce que le cadre de porte avait tellement croché, la porte ne fermait plus. Mais plutôt que de redresser l'école, ils ont coupé le cadre de porte. On est rendu là. Donc, on est vraiment en déficit d'entretien. Ça donne un signe de l'importance que ce gouvernement-là accorde à l'éducation. Peu importe les discours, quand on regarde ce qu'ils font, ils n'accordent pas d'importance à l'éducation. Revenons au dossier et aux enjeux du comté de Chambly.
Bon, oui, c'est vrai, là, il y a une élection municipale. Les deux candidats qu'on a reçus ici, le maire sortant, M. Demers, M. Lavoie, nous disaient le projet de la 112, visiblement, Oui. la continuité du boulevard Périgny, la 112, dans la portion Carignan jusqu'à l'autoroute 30, pour y avoir été quelques matins, c'est assez pénible, merci. Ça va être un enjeu majeur pour les prochaines années. Est-ce qu'on va voir un jour la 112 élargie entre les limites de Chambly-Carignan jusqu'à l'autoroute 30? Est-ce que ça va arriver? C'est bien que vous le rappeliez, parce qu'effectivement, c'est un enjeu qui est majeur. J'en ai reparlé au ministre des Transports. Je ne sais pas s'il va être encore ministre des Transports après le remaniement, mais je n'ai pas pris de chance. Je lui en ai parlé la semaine dernière encore. Je lui ai... C'est quand même incroyable. Je lui ai déposé l'étude de son propre ministère pour lui montrer à quel point ça urge. Là. Étude que d'ailleurs le ministère voulait cacher, qu'on a fini par obtenir. Et dans cette étude-là, le MTQ précise que si rien n'est fait, non seulement il va y avoir davantage de congestion, mais il va y avoir le nombre d'accidents va aller de manière croissante. Et là, ça devient dangereux pour les citoyens. Là, j'ai dit, Monsieur le ministre, là, je veux dire, à un moment donné, c'est pas une question de confort, c'est pas une question même de qualité de vie, c'est une question de sécurité. Il faut l'élargir, la 112. J'espère, encore une fois, que ça va se faire d'ici l'élection. Dans ce cas-ci, je dois vous dire sincèrement, je n'ai pas tellement d'espoir que les libéraux vont bouger, mais je le souhaite, évidemment. Là, donc, ça va se faire, donc, ça va se faire au moment d'un gouvernement de la CAQ. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Je vous dirais fort probablement, mais je vais négocier mes crédits avant. Oui, c'est ça, négocier avec M. Legault avant. On va négocier les crédits avant de l'annoncer, parce que si je l'annonce, je vais le livrer. Mais je ne l'ai pas annoncé encore. Je vais être sûr d'avoir vraiment les crédits pour le faire. Un autre enjeu aussi en matière de transport, c'est le fait d'avoir un arrêt du REM à l'intersection des autoroutes 10 et 35. Exactement. Parce qu'actuellement, bon, c'est un beau projet, l'électrification des transports et tout ça, le nouveau pont Champlain qui s'en vient et tout et tout. Mais si les gens de Saint-Jean et de Chambly doivent continuellement aller à Brossard pour aller prendre le train, est-ce qu'il y a un réel avantage plutôt que de continuer le train jusqu'aux intersections 10 et 35? Parce qu'encore là, même l'autoroute 10 aurait peut-être elle-même besoin d'une troisième voie entre la 30 et la 35, sinon, là. Oui, d'ailleurs, j'ai demandé, est-ce qu'il y a eu l'ajout d'une voie, mais c'est pas une voie qui est accessible, supposons, à ceux qui ont un véhicule électrique ou ceux qui font du covoiturage. C'est simplement les autobus, transports en commun. Moi, je pense qu'il faut l'ouvrir à davantage d'usagers. J'en ai fait la demande. Juste avant de parler du REM, moi, il faut que je vous dise, j'ai été extrêmement déçu de voir le Parti québécois voter contre le projet de loi du REM. Quand on dit qu'on est pour l'électrification des transports, puis qu'on vote contre le plus grand projet d'électrification des transports depuis le métro de Montréal, il y a comme une incohérence, là. Ceci étant dit, c'est un très bon projet, mais qui est perfectible. Je demande et je travaille activement pour qu'on ait une gare à la jonction 10-35. C'est certain, il faut au minimum la prévoir au moment de la construction pour que ça soit très, très simple à prolonger. Mais je pense que le mieux, ce serait tout de suite de prolonger les voies jusqu'à l'intersection 10-35. C'est un peu évident. Sinon, bon, on va laisser les véhicules sur la route, puis on n'atteindra pas l'objectif visé. Qui vont embourber à la fois la 112 et la 10 jusqu'à Brossard, là. De toute façon, là, en ce moment, l'intersection 10-30 est ultra congestionnée, déjà. Si on en fait un pôle d'attraction encore plus grand parce qu'il y a un stationnement incitatif et qu'il y a davantage de véhicules qui se rendent là, pas certain qu'on va améliorer la fluidité des transports. Il me semble que c'est assez évident qu'il faut le prévoir tout de suite, là. On est nombreux à le dire. Jean-François Roberge, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne session parlementaire. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'un spectacle bénéfice qui se tient samedi, le 14 octobre. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de sport avec les candidats à la mairie. Oui, Michel Fecteau, Claude Bachan et Alain Laplante sont avec nous. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h.
Samedi prochain, le 14 octobre à 19h30 au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, spectacle bénéfice pour venir en aide à Émilie Lucier qui est atteinte d'une maladie auto-immune très, très rare. Avec nous, plusieurs invités sur le plateau. Ici en studio, d'abord Benoît Boisvert, qui est l'un des organisateurs. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné Accompagné de François Laliberté, qui sera l'animateur de cette soirée. Bonsoir. Bonsoir. De même que Marie-André Baillargeon, qui est chansonnière. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et on rejoint également à distance, il n'avait plus de voix, mais il a retrouvé quelque peu la voix. Et ça sera drôlement important qu'il ait un peu de voix pour samedi prochain. C'est l'humoriste et imitateur Benoît Paquette. Benoît, bonsoir. Ça va bien, Benoît? Oui, ça va bien. Benoît, un humoriste imitateur qui perd la voix, ça donne quoi? Ça donne que, pour l'instant, je peux juste imiter Claude Julien. Oui, c'est ça, ça se limite à Claude Julien. Je vais commencer avec Benoît Boisvert, puis on va revenir à toi, Benoît Paquette. Benoît Boisvert, peut-être nous expliquer tout d'abord le fondement même de cet événement-là. Comment ça a commencé? Émilie, qui a tombé malade au mois de février, tout ça, les parents ont eu beaucoup de voyagements, le travail, ont manqué de travail, tout ça. Ce qui est plate, c'est que l'argent, à un moment donné, c'est bien beau, mais tes enfants, c'est plus important. Ouais. Fait que tu es tout le temps là, tous les jours. Ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont besoin, c'est... Bien, on le voit, évidemment, il y a énormément de besoins quand quelqu'un de l'entourage tombe malade, maladie un peu particulière, évidemment, ça enclenche tout un procès. Qu'est-ce qui fait que vous connaissez cette jeune fille-là ou ses parents? C'est ma nièce. Ça se Donc, trouve c'est être... votre nièce? Oui. La mère à Émilie, ça se trouve être la belle-sœur, ma belle-sœur, la sœur à ma femme. Et donc là, l'idée de tenir un spectacle bénéfice est arrivée là, sur la table de dire il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on organise quelque chose. Exactement. Parce que c'est important d'organiser de quoi pour toucher un peu tout le monde aussi, parce que c'est une maladie qui n'est pas connue. Puis ce que Richard puis Suzy ont comme travail, c'est pas des gros jobs, donc ils ont besoin vraiment d'aider D'aide additionnelle. Plus Émilie, bien qu'elle sorte de l'hôpital, ça va lui prendre des soins, ça va lui prendre des choses justement pour à la maison. Bon. Expliquez-nous un peu, François, votre implication dans le projet. Comment avez-vous été approché? Bien, en fait, ça a commencé par une joke que j'ai lancée quand ils ont lancé l'idée. J'ai demandé s'il y avait besoin d'un animateur, puis finalement, ils m'ont approché, puis ils m'ont demandé. Fait que je ne pouvais pas refuser ça à ma cousine. Ça serait... on aide de n'importe quelle façon qu'on est capable. Fait que moi, c'est comme ça que je me suis impliqué dans le projet avec Benoît. L'arrivée d'une chansonnière aussi? Comment c'est arrivé? Dans le fond, moi, je connais Benoît depuis tout petite, mais nos parents sont amis d'enfance. Puis Émilie, ça se trouve être une de mes amies d'enfance à moi. Puis du fait que je chantais avec le spectacle, puis tout, ils se sont dit que ce serait peut-être une bonne idée que je vienne pour chanter. Puis dans le fond, toutes les chansons que je vais faire, ça va être pour elle exclusivement. Benoît Boisvert, expliquez-nous comment Benoît Paquette est arrivé dans l'équation du spectacle. Grâce à son père chez Pasquier. Avec Guy? Oui, avec Guy Paquette. Ce qui est drôle, c'est qu'on a comme eu un lien assez facile chez Pasquier. On a jasé longtemps ensemble. J'ai déjà été boucher aussi. Donc, on a eu du fun pas mal ensemble. À un moment donné, il nous a invités à aller voir Benoît Paquette parce qu'il restait 2 billets. Ouais. Donc, on était le voir. Puis, en ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est ça. C'est qu'en voyant son spectacle qui est très bon, avec Benoît Paquette, puis j'ai dit peut-être, ça serait peut-être une ouverture de faire de quoi avec. Donc, j'ai demandé à son père Guy si c'était possible d'essayer de rencontrer Benoît pour qu'il puisse participer au spectacle bénéfice. Bon. Ça serait possible. Là, je m'adresse à Benoît Paquette. Donc, Benoît, quand Papa Guy t'a contacté et t'a parlé de cette idée de souper-spectacle, de soirée bénéfice, c'était quoi ta première réaction? Moi, je suis toujours ouvert à ce genre d'événements-là. Ça arrive souvent que je fais des levées de fonds, que je participe à des levées de fonds. Et puis mon père, on fuse rien, papa. Et les conditions sont extraordinaires. Benoît travaille très fort, Benoît Boisvert. Un très beau théâtre, un théâtre qu'on connaît. J'adore jouer là, donc tout est là. Bon. Et le spectacle va ressembler à quoi, Benoît Paquette?
une multitude d'imitations, autant que des humoristes, chanteurs québécois, français. J'ai même 2 de mes personnages, un petit peu de monologue. Alors, c'est un gros bol à punch. Il va y avoir beaucoup de monde cette soirée-là. C'est un spectacle que j'ai rodé l'été dernier à Cowansville. C'est très bien passé et j'ai très hâte de le présenter au public. Donc, c'est important aux gens de comprendre que la réussite de l'événement, parce que c'est un événement, c'est pas juste un spectacle, c'est un événement pour aider Émilie et sa famille. Ça prend du monde. Je suis pas un grand vendeur de billets, je suis pas le plus populaire, au contraire. Donc, je fais un appel aux gens. On remplit cette salle-là, puis je vous promets un excellent spectacle. Je m'adresse maintenant à Benoît Boisvert ou encore à François. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qu'on sait de la maladie d'Émilie, François? Bien, la maladie d'Émilie, dans le fond, c'est la maladie de Weston-Hurst, qui est une maladie auto-immune. Auto-immune, c'est une maladie, dans le fond, c'est ton système qui se bat contre toi-même. Fait que ça a créé une enflure au cerveau. Fait que c'est là où est-ce que les médecins il a fallu qu'ils interviennent pour donner les traitements. C'est une maladie qui est extrêmement rare, surtout sur une jeune fille de 20 ans comme ça. Généralement, ça s'attaque à des personnes un peu plus jeunes, à des adolescentes. Et c'est plus souvent des filles qui sont atteintes. Et qu'est-ce que ça amène comme type de symptômes, de problèmes? Les symptômes, c'est la partie du cerveau qui a été atteinte, c'est tout ce qui est mouvement, parole, la capacité des sentiments, des choses comme ça. Fait que ce qui fait qu'elle tombe dans un état semi-comateuse. Et ça bouge plus, il n'y a plus rien qui... Et ça fait combien de temps de ça tout fait ça? depuis... écoute, elle est rentrée à l'hôpital en février, fait que ça fait... Donc, ça fait quand même une longue période. Ouais. Et quel type de soins a-t-elle besoin? Écoute, ça va être... étant donné qu'elle sera pas elle n'est pas autonome, fait que ça va prendre de l'aide avec une infirmière et des choses comme ça, là. Fait que ça devient complexe. Et est-ce que c'est un état qui va perdurer comme ça ou il y a des fluctuations? À l'heure actuelle, elle est encore en traitement. Fait que s'il y a eu de l'amélioration, mais pour l'instant, c'est stable. Et tant que les traitements ne sont pas finis, on n'est pas encore sûr de comment est-ce que ça va se terminer. Fait que là, on est beaucoup dans le noir parce que c'est tellement rare que c'est difficile à savoir où est-ce que ça va s'en aller. Bon. Toi, donc, tu la connais bien, tu la Oui. connais. Toi, tu l'as connue avant. Oui. Là, maintenant, évidemment, avec cette maladie auto-immune. Donc, pour toi, ce projet-là, il est hautement significatif, là. Oui, vraiment. C'est une fille qui a toujours été, qui avait beaucoup de joie de vivre, qui était super énergique. Elle aidait tout le temps tout le monde, elle était tout le temps là pour ses amis, tout le temps là pour donner un coup de punch, faire comme let's go, on est capable, puis finalement, c'est nous autres qui va aller l'aider comme ça, tu sais. On veut être là pour elle, comme quand elle était là pour nous, dans le fond, là. Là, on est à quelques jours de l'événement, Benoît Boisvert. Donc, est-ce qu'il reste encore des billets? Est-ce que les gens peuvent en acheter à la porte? Ils peuvent les acheter à la SPEC aussi? Il reste quelques billets. C'est sûr qu'on peut l'acheter à la porte ou à SPEC encore, spec.qc.ca. Il reste quelques billets, mais ça va être une grosse soirée. J'ai environ minimum 300 billets de vendus. Donc, dans une salle qui a une capacité de 400 quelque chose. Là. À peu près 400, oui. Bon. Les billets donc sont en vente à 34 $. L'adresse Internet est au bas de l'écran, spec.qc.ca ou sur place, évidemment, s'il en reste. Mais là, évidemment, c'est un risque que vous prenez. Le spectacle est quand même samedi qui vient. Je reviens à Benoît Paquette. Benoît Paquette a un horaire du temps quand même assez chargé ces temps-ci, beaucoup d'engagements professionnels. Là, tu as eu une petite embûche de perte de voix. C'est jamais simple pour un humoriste imitateur, j'imagine, de perdre la voix. C'est même à la limite un peu inquiétant. Là, ça va mieux quand même aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Ça passe, ça revient. Mais je ne l'ai pas vu venir honnêtement, mais j'ai fait énormément de routes dans les derniers jours. J'ai fait des corpos, des événements corporatifs à Rouyn-Noranda, Val-d'Or, Lac-Mégantic, Granby, Magog, Joliette. Dans les 10 derniers jours, versus les voix à la flaque, à Issy-la-Flaque, je fais plusieurs voix là-dessus. Et les répétitions du Rideau Vert, où est-ce que je suis en ce moment. Alors, tout ça ensemble, je me suis fait pogner, là. Ça a été beaucoup de gestion de route, de temps, puis pas beaucoup de sommeil. Mais je vais être top shape pour le spectacle de samedi, croyez-moi. Bon. Toujours plaisant de te retrouver dans ton patelin, ici, dans la grande région de Saint-Jean-sur-Richelieu, au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean, un endroit que tu connais bien. Donc, les gens sont invités à venir te voir pour cette cause, évidemment, la cause d'Émilie Lucier. Et donc, au plaisir, évidemment, de pouvoir t'entendre, Benoît. Bien, merci à vous autres. J'ai très hâte à samedi. Bon.
Dernier tour de table, Benoît Boisvert. Quelle sera la suite de cet événement? Parce que là, c'est une première édition. Oui. On verra évidemment les résultats, mais pour vous, est-ce que vous désirez faire perdurer cet Nous événement-là autres, ce dans qu'on veut l'avenir? faire, les parents, ce qu'ils veulent faire, Richard puis Suzy, c'est de faire connaître la maladie présentement au docteur, à tout le monde, OK? Pour que si les enfants de cet âge-là, de bas âge, d'être au courant de ce qui se passe avec cette maladie-là. Parce que là, présentement, il n'y a pas grand-chose qui peut... il n'y a aucun livre, il n'y a pas grand-chose qui traite cette maladie-là. C'est un peu ça qu'on veut faire plus tard pour essayer de faire connaître vraiment la maladie pour Émilie. Bon. Un gros merci de votre passage à l'émission. Bonne chance en même temps pour l'événement de samedi. Bonne chance pour la voix. Benoît Paquette, d'ici samedi, au moment d'enregistrer l'entrevue, on est mardi, donc il te reste encore un bon 3-4 jours pour boire beaucoup de citron. Hein? Oui, ça devrait être suffisant. C'est ça. Merci. Merci beaucoup à vous quatre, puis bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Restez avec nous au retour de la pause. On vous présente notre Babillard quotidien. La télévision du Haut-Richelieu, c'est pas juste une télévision locale. C'est une télévision axée sur tes passions. T'es un passionné de sport, tu joues, tu coaches. Sport Express, c'est ta référence, ici, chez toi. Tu t'impliques dans ton quartier, t'es un passionné d'art, de culture, de politique. ericlatour.com, c'est la meilleure façon de rester branché dans ta communauté. Puis t'aimes ça jouer au bingo? Ben, le dimanche matin, 9h30, 4000 $ en prix t'attendent. La télévision du Haut-Richelieu, c'est ta télévision. Petit rappel pour les 20 ans de l'usine d'épuration des eaux. Ce samedi, c'est une journée porte ouverte, mais sur inscription, sur rendez-vous. Vous devez vous inscrire à l'avance. Encore quelques jours pour le faire. On vous rappelle qu'à chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. Vous savez également qu'on est en élection, donc il y aura une petite pause de cette émission dans les semaines à venir. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec, n'oubliez pas cette année, 4 000 $ en prix. La carte pleine a été haussée et il y a toujours 30 dépositaires dans la région pour acheter vos petits livrets. Si vous désirez me joindre, faites-le par courriel, plus rapide, plus facile, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.